Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Avant-dernière table ronde, on va aborder cette fois le côté sombre du sport, de la performance quand elle va trop loin ou quand la carrière prend trop de place. La dépression des sportives et des sportifs. C'est une séquence animée par Emma Sarango de la direction des sports de Radio France. Bonjour Emma. Bonjour, merci d'être là, merci d'être resté avec nous pour cette table ronde qui, à première vue, n'est peut-être pas la plus gaie de cet événement de Demain le sport, mais vous allez voir qu'avec nos invités, on va réussir à rendre ça gai, ça intéressant. Et puis c'est un sujet qui est évidemment de plus en plus important, de plus en plus de grands champions se confient sur leur mal-être et sur leur passage dépressif. Et donc, on a décidé d'y consacrer une table ronde aujourd'hui. Alors, je vais commencer par présenter nos deux invités que je remercie encore pour leur présence. Bonjour Raphaël Poulain. Bonjour. Ancien rugbyman du Stade français. On va revenir évidemment sur votre carrière, mais vous êtes aussi l'auteur, et c'est à ce titre que vous êtes ici aussi, du livre « Quand j'étais Superman », paru en 2011, il y a un peu plus de 10 ans. Donc, c'était un livre à l'époque pionnier sur ce sujet de la dépression des sportifs. Et à ma gauche, bonjour Bruno Martini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien handballeur et désormais président de la Ligue nationale de handball. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette dépression des sportifs, je voudrais qu'on évoque avec vous, messieurs, pour que ceux qui sont ici et qui ne vous connaissent pas forcément comprennent un petit peu qui vous êtes et comprennent comment arrive cet épisode dépressif quand on est sportif. J'aimerais qu'on évoque qui vous étiez, à quel stade de votre carrière vous étiez juste avant que surviennent ces épisodes dépressifs. Raphaël Poulain, on est... Allez, au début des années 2000, vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans, vous êtes au Stade français, vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes adulé, vous avez des cheveux. Bref, tout va bien pour vous à ce moment-là de votre carrière. Alors bonjour à toutes et à tous. Normalement, j'ai beaucoup de respect pour les anciens et pour Bruno, mais bon, Emma m'a donné la parole. Oui, c'est vrai que j'étais originaire de Picardie, donc à 18 ans, pas du tout prédestiné à devenir rugbyman professionnel. Le rugby se découvrait professionnel. Ma figure tutélaire, mon père, est resté à la campagne, en Picardie, à Noyer-Saint-Martin. Et ma nouvelle figure tutélaire, c'est Bernard Laporte, qui, à 18 ans et 2 mois, me voit comme le futur espoir du siècle, on va dire, et qui me dit « Raphaël, avec 100 kilos, tu seras le meilleur ». Donc en un an, et sans me doper, je précise bien, j'ai pris 8 kilos de muscles. Donc j'arrive le 1er septembre 99, je suis rugbyman professionnel. Je rêvais d'être motard dans la police. Donc voilà, et je prends tout. La notoriété, l'argent, la gloire éphémère, les calendriers des dieux du stade, les pom-pom girls, le côté précurseur aussi de Max Gozzini, qui était patron d'énergie et du stade. Et je prends tout ça dans la tronche et il s'avère que la machine s'est enrayée au fur et à mesure avec une première blessure à l'épaule gauche. Ensuite, 6 mois plus tard, l'épaule droite. 6 mois plus tard, l'appendicite en Irlande alors que je suis aux portes de l'équipe de France. 3 mois après l'appendicite, j'ai une de mes deux qui explose. 6 mois plus tard, j'ai le genou, le croisé postérieur qui pète. 2 ans plus tard, sur un bras de fer, une connerie de jeunesse. Je me pète le bras et voilà. Bon, je vous ai résumé ma carrière. En 2005, j'arrête le 11 juin 2005. À seulement 25 ans. À seulement 25 ans, en ayant connu tous les clichés du genre humain, du super-héros qui débarque et comme le piercing, les voitures le cliché, vraiment. Et puis voilà, je vais mettre, on va dire, une petite quinzaine d'années vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai 2 garçons, voilà, j'habite dans le sud, c'est très bien. Mais voilà, j'ai identifié après coup, et on va en parler, tout ce qui m'était arrivé, mais ça a été une déferlante et surtout le déni d'un corps qui lâche, où on n'est pas faible, on n'est pas vulnérable, on est grand, on est fort et on fonce. Ben, moi j'ai foncé, mais j'ai pris des murs. Le corps qui est évidemment l'outil principal de la carrière d'un athlète, et c'est ça qui évidemment est d'autant plus douloureux au moment où il lâche, au moment où c'est lui qui vous trahit et qui vous fait faux bond. Bruno Martini, vous c'est un peu différent, mais c'est un sujet qui est assez courant aussi chez les sportifs. C'est ce qu'on appelle la petite mort du sportif, c'est-à-dire que vous êtes en fin de carrière finalement au moment où survient cet épisode de dépression. Vous avez 37 ans, je crois, 20 ans de handball derrière vous, 5 titres de champion de France, 5 coupes de France. Et là, il faut commencer à se tourner vers l'avenir. Oui, c'est ça. Bon, bonjour à toutes et à tous, pardon. Oui, c'est un peu ça. Alors, il y a des choses qui se rapprochent de ce que Raphaël a vécu, des choses qui sont différentes. Moi,
en fait, je l'ai vécu, j'ai vécu une double lame en fait, parce que j'ai arrêté ma carrière donc à 37 ans en me disant que je l'avais quand même assez préparé. J'avais passé une formation, j'avais des idées de ce que je voulais faire, et je me disais bon voilà, le chemin il va être tracé comme ça, et si tu es bon, tu vas arriver à ça, à ce que tu voulais être. Ce que je voulais être, c'était manager général d'un club professionnel. Et je choisis le moment où j'arrête. En disant j'en ai marre. Première chose que je fais quand je dis que j'arrête, je le dis à la mère de mes enfants, je dis j'arrête, terminé. Donc première chose que je fais, je prends mes chaussures de hand, je sors, je les jette dans la poubelle. Et vous pensez bien le vivre à ce moment-là. Je pense le maîtriser tout ça, sans aucun doute. Et puis le temps commence un peu à passer, et puis je prends une première lame en me disant, ben voilà, j'avais un petit peu de notoriété, de reconnaissance. On a fait un métier tous les deux où il y a des gens qui, comme un acteur, comme un chanteur, où il y a des gens qui payent pour venir nous voir faire notre métier. Donc c'est assez particulier comme approche. Et donc ça disparaît petit à petit, parce que le sport est très cruel aussi là-dessus, parce que de toute façon, même quand on est en carrière, on sait derrière qu'il y en a qui arrivent, qui nous poussent, et qu'il y a quelque chose d'inéluctable. Mais quand ça arrive, en tout cas, on se le prend dans la figure. En tout cas, moi, je commençais à me le prendre dans la figure. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait que cette reconversion, je ne l'avais pas si bien préparée que ça, finalement. Et j'avais certes des idées, j'avais des envies, mais j'avais surtout des fantasmes, parce que je n'avais pas mis les choses en place de manière assez efficace pour que ça puisse déboucher sur quelque chose. Et au final, 1 an, 2 ans passent, et puis je ne travaille toujours pas, je n'arrive pas à m'épanouir dans autre chose que vivre dans ce que je faisais avant. Et là, ça me rattrape encore plus, et de me dire, mais en fait, j'étais juste bon, et encore pas tous les jours, à être dans un but de hand, 3 mètres sur 2, et à prendre des ballons. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ben non, c'est tout. T'es qu'une merde, en fait, parce que si on te sort de ton truc, t'es rien. Voilà. Et ça, c'est cette deuxième lame qui arrive en décalé. Elle est encore plus violente que la première, je trouve. Parce que quand on est sportif, il n'y a aucun moment, ou quand on arrête sa carrière, à aucun moment, le club, la fédération, l'agent, la famille ou qui que ce soit de l'entourage nous dit « Putain, mais tu te rends compte, t'es bon sous pression, tu es capable de t'adapter à plein d'environnements, tu es capable de travailler en équipe, tu es capable de te casser la gueule, de revenir, et tout ça. Toutes ces qualités que tu as là, tu vois, elles existent, elles font ce que tu es toi. Mais ça, personne ne le dit. Donc on se retrouve avec soi-même, soi-même qu'on ne connaît pas forcément très bien d'ailleurs. Et puis on commence à prendre du poids, à lâcher un peu l'affaire, surtout et au lieu de bosser, de se caler sur un canapé et se demander ce qu'on fait là, quoi, en fait. Alors justement, ça c'est le contexte, mais effectivement les premiers signes de la dépression, elles se manifestent de façon un peu différente pour tout le monde, on imagine, que ce soit sportif ou pas sportif d'ailleurs. Raphaël Poulain, vous, c'est les excès. C'est les excès qui manifestent finalement, vous le dites peut-être aujourd'hui a posteriori, vos premiers signes de dépression, l'alcool, la drogue, la malbouffe. C'est comme ça que ça commence ? Déjà, il y a le déni. Déjà dans les blessures, on revient, on est un super-héros, donc c'est à 20 ans, 21 ans, il y a une blessure, mais on est dans le déni, on fait un sport collectif où on appartient au groupe, donc on trouve notre place sociale à travers le groupe, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, voilà, et puis on est sur des CDD, donc il faut assurer, on va dire. Donc moi, les blessures se sont enchaînées, mais il y a le déni. Quand j'arrête ma carrière, et c'est ce que je dis, on en a parlé avec Bruno, c'est qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'on a formaté pendant 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ses émotions? On est en plus dans une société où on s'en coupe. On a beaucoup de colère aujourd'hui, mais on se coupe de nos émotions. Parce que, à ce qui paraît, les émotions, c'est pas bon pour la performance. Qu'est-ce qu'on fait de son fameux mental de guerrier? Moi, on m'a dit que j'avais un mental d'enfer, un physique d'acier. 6 opérations plus tard, en 5 ans, je sais pas où il est, le physique d'acier. Mais... Et qui croit en nous et en quoi on croit? Quelles sont nos compétences dans le monde d'après? Donc moi, j'arrête à 25 ans et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? La question qu'on se pose difficilement à 18 ans, je la prends à 25. Donc après, il y a le déni, il y a la colère, parce que... mais moi, ça va durer 8 ans. Pour répondre à votre question, Emma, en gros, pendant 27 ans, je me suis formé une carapace de mec super gaillard, alors que mes parents sont comme ça, parce que symboliquement, je suis en mode sauveur et je porte mes parents.
Et symboliquement, on représente le masculin, le mâle invulnérable qui pense... Surtout vous, Raphaël, d'abord parce que c'est le rugby et que les rugbyman sont souvent grands, musclés et beaux, mais aussi parce que les années 2000, c'est aussi les périodes des calendriers des dieux du stade, et donc vous êtes idolâtré, vous posez nu avec un ballon de rugby entre les jambes, et vous êtes le fantasme de toutes les femmes. Non, mais c'est important de le dire, c'est vrai qu'il y a ce rapport à votre corps qui est quand même et qui est complètement à ce moment-là fantasmé. Et bon, après, on va pas s'enflammer. À Paris, le seul endroit où on était reconnu, c'était dans le Marais. Donc voilà, parce que c'était pas, voilà, il y avait le PSG derrière, il y avait le hand qui poussait. Donc ce que je veux dire, c'est que dans toute phase de changement, et c'est pour ça que le sport doit inspirer aussi la société, dans ces changements-là, il y a le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la résilience pour devenir adulte. Nous, on est dans un monde en fait où on devient, et c'est Thierry Dussautoir qui le disait, on est des éternels adolescents. Et à 35 ans, on devient adulte. Les gens de l'extérieur, en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la cour des miracles. Mais on est des hommes, on est grands, on est forts. Moi, j'ai arrêté à 25 ans. Mon burn-out, je l'ai fait à 33 ans. Mais on arrête à un moment, à un âge où tous nos potes, qui sont dans la vie normale, sont en ascension sociale. Dans une société où il ne faut pas vieillir, on nous dit à 35 ans, on est trop vieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après le déni, la colère... Voilà. Moi, j'ai fait un burn-out à 33 ans, parce que donc, pendant 27 ans, carapace du mec bien gaillard. Et pendant 5 ans, il y a les addictions qui arrivent, il y a l'alcool, la drogue, ça peut être le sexe. Moi, ça a été la philo, la psychologie et la mythologie. Et c'est tout aussi dangereux qu'un rail de coke parce que je suis devenu con et dogmatique. Et ma femme, et c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel en mythologie, moi, ma femme est arrivée avec une petite aiguille, elle m'a dit « t'es devenu un gros con ». Dépression. Dépression. Quand on est, et ça peut vous parler, vous n'êtes pas que journaliste, on est des hommes, on est des femmes, on a des émotions, un corps, il y a tout ça. Quand on joue des rôles pour ses parents, pour le monde entier dans les clichés du genre humain, arrive la dépression. On tombe, on perd du poids. Les autres addictions peuvent arriver. Mais la dépression, en fait, elle est bonne quand on arrive à en sortir, d'où l'importance de se soutenir. Mais à ce moment-là, pour conclure, parce que je suis très long, il y a un moment où en fait, tu passes par ces phases-là. Il faut retourner le miroir et prendre ta part. Mais c'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute du club, que c'est de la faute de ta femme, que c'est de la faute de ton mec, que c'est de la faute des tartines qui tombent au mauvais endroit quand tu es en dépression. Et puis après, il y a ce moment de lucidité où je suis peut-être vulnérable, je suis peut-être co-responsable des situations dans lesquelles je me suis mise, et surtout accepter la vulnérabilité de demander de l'aide. Et dans le milieu du sport, on commence à ouvrir, d'où l'importance d'un débat comme aujourd'hui, à ouvrir les vannes et d'en parler de vulnérabilité, parler d'amour, parler de ce qu'on peut ressentir en fait au quotidien quand on vit sur un terrain et quand tout s'arrête. Parce que c'est les changements qu'on vit tous et toutes en fait dans la vie, sauf qu'on est caricaturé en tant que sportif et sportif. Un mec comme Christophe Dominici, on l'a pris pour un fou. Peut-être qu'il représente de manière caricaturale tout ce qu'on vit tous et toutes en fait. Tout va merveilleusement bien dans le déni, il me l'a dit 2 mois avant. Bon, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va parler évidemment de l'accompagnement au cours de la carrière. Je précise que si Raphaël est très long, c'est parce que vous avez l'habitude d'intervenir lors de conférences. Ça me passionne, moi. Parce que vous êtes beaucoup impliqué effectivement dans la prévention. On va évidemment y revenir. Bruno Martini, ce que je voulais quand même évoquer avec vous avant, Raphaël en parlait, la spécificité du milieu sportif, c'est la difficulté d'être en dépression dans le milieu sportif. Comment réagit le milieu sportif? Comment réagissent vos anciens coéquipiers? Comment réagissent le staff? Quand vous traversez cet épisode-là, est-ce que vous vous sentez soutenu d'abord? Est-ce qu'on le remarque? Et ensuite, est-ce qu'on vous accompagne? Alors, d'abord, Raphaël n'est pas long, il est intéressant. Non, parce que je me... Comment dire? Je me mettais dans ma grotte, en fait. Et je n'avais pas pris l'habitude, moi aussi, dans une espèce de cliché. Quand je jouais, j'étais un sportif, un joueur catalogué de caractère, voilà, pour pas dire casse-bonbon, où je mettais beaucoup de pression, à la fois sur mes coéquipiers, sur les adversaires, sur les arbitres, sur le public, sur le serpilliero, sur celui qui est supporter et tout, enfin tout le monde, chauffeur du car, voilà. Et finalement, j'ai pas non plus créé les conditions qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu envie de m'aider. Et c'est pour ça que moi, sur ma reconversion professionnelle, je me suis dit, je vais faire des missions pour les clubs, je suis formé, je viens du milieu, donc les clubs vont me faire bosser. Mais les clubs ne m'ont pas fait bosser. Mais parce que je ne leur ai pas donné envie de me faire bosser. Au début, je leur en ai voulu. Et après, je me suis dit, mais non, c'est toi, c'est tout ce que j'ai fait les années précédentes, toute la façon dont je me suis comporté qui ont amené à ça. Et ça, il faut l'assumer. Et ça, c'est entre guillemets une partie de la rédemption, de commencer à se dire, ça, je l'ai mal fait. Et derrière, on essaie de mettre en place des choses qui font qu'on change de comportement, on essaie de s'ouvrir, etc. Mais pour revenir sur la question initiale, moi, j'en ai pas fait part à personne. Je me suis dit, je me suis construit tout seul, je vais y arriver tout seul.
Mais au final, j'y suis arrivé grâce à d'autres, pas à ceux finalement avec qui j'ai bataillé pendant 10, 15, 20 ans sur les terrains, mais des gens avec qui j'ai fait une formation au CDES de Limoges, vers qui je me suis tourné quand j'étais au bout du bout et que je voulais participer au rachat d'un club pour me créer mon job finalement, parce que personne me faisant bosser et me donnant un job, il fallait que je me le crée. Donc ce que vous avez fait avec le PSG Handball et avec les Qataris. Alors, c'était d'abord, ça s'appelait le Paris Handball, effectivement, mais c'est devenu 2 ans après le Paris Saint-Germain Handball. Mais finalement, j'ai été aidé par des gens avec qui j'ai fait la formation et des gens qui ont un cœur gros comme ça. Et là-dedans, il y a des personnes qui ont créé le CDES de Limoges, donc Jean-Pierre Caraquillo par exemple. Il y a des anciens footeux comme Alain Bogossian, Patrick Guillou, qui est consultant sur Beansport. Et ce sont des gens qui m'ont tendu la main. Si ces gens-là n'avaient pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenu. Et donc, c'est illusoire de penser qu'on s'en sort tout seul. On ne s'en sort jamais tout seul. Il y en a qui tendent la main, il y en a qui la tendent moins. Raphaël Poulain, vous, au Stade français, dans le milieu du rugby, est-ce qu'à l'époque où vous avez vos blessures, à l'époque où vous montrez vos premières failles, on vous soutient? Je crois que je ne trahis pas de secret, c'est dit dans votre bouquin. L'actuel sélectionneur, par exemple, du 15 de France n'est pas forcément très tendre à l'époque avec vous. On a des mots durs envers vous. Oui, ça c'est quand j'étais encore en carrière, mais je pense que cette personne dont vous parlez, que j'ai pas trop envie de citer, mais qui est passée très rapidement en fait de joueur à entraîneur. Les meilleurs joueurs sont pas obligatoirement les meilleurs entraîneurs, et surtout qu'il faut arriver à faire le deuil du sportif que l'on a été pour éviter de coacher les sportifs inconsciemment comme on aimerait être coaché. Lui, il était très directif, ça s'appelle aujourd'hui du harcèlement moral dans l'entreprise. J'ai vécu ça. Après, derrière, donc la sortie du bouquin et le burn-out, en fait, on est des exceptions, c'est-à-dire que ouais, mais si Poulain il n'avait pas autant picolé, s'il n'avait pas eu autant d'échecs, s'il avait gardé son oseille, il n'aurait pas touché du RSA pendant 3 ans. Mais en fait, on le vit tous et toutes. Le problème, c'est que oui, j'ai voulu prendre la parole et que c'est un petit peu plus complexe que ça. Les blessures sont arrivées parce que déjà le corps ne suivait plus, qu'à 18 ans, c'est complètement con de faire 100 kilos et de prendre 8 kilos de muscle en un an. Donc la part de responsabilité, je veux bien la prendre parce que j'étais ingérable. Mais que la part du club. Vous avez aussi été mal conseillé. Mais aussi, ou pas conseillé du tout. Quand ma mère à 21 ans me dit va voir M6, je dis moi je vois tout à travers le club. Pourquoi j'irais voir quelqu'un? Puis je suis pas faible, la psychologie c'est faible. Donc tout ça fait que le monde du sport est en train de s'ouvrir, mais on était aussi, et je vais faire un truc, alors peut-être que vous allez le comprendre ou pas, mais les femmes aujourd'hui, vous cherchez votre place à nos côtés. Nous aussi, je vous rassure, on essaie de trouver notre place à votre côté. Donc c'est difficile dans un milieu patriarcal, masculin, avec l'éducation judéo-chrétienne qu'on a eue pendant 2000 ans, de se dire, en fait, on est responsable des 2000 années de patriarcat, de la manière dont on a été géré, de ce que l'on représente en tant qu'homme. Mesdames, c'est tout aussi compliqué de devenir un homme vulnérable, de se dire à un moment, bah ouais, on s'est comporté comme des cons, et de trouver nos places à vos côtés. Alors, vous me dites quel parallèle avec le monde du sport. Mais le monde du sport, c'est pareil, c'est masculin, on a des couilles, du cœur, on se mettait des coups de boule il y a encore 15 ans dans les vestiaires. Donc, il faut changer le mode de management, il faut qu'on change aussi nos comportements en tant qu'hommes. Donc, ça veut dire se poser des questions, ça veut dire trouver des réponses ensemble. J'entends la colère des femmes aujourd'hui, mais vous croyez que c'est marrant de se comporter comme un connard au quotidien avec sa femme aussi? Parce qu'on nous a appris qu'un homme, c'est grand, c'est fort, c'est invulnérable, et ça ne ressent pas. Donc, le parallèle que je peux faire avec le monde du sport, c'est que moi, on m'a appris à être un homme, à être grand, à être fort. Donc, en fait, je ne suis pas faible, je n'ai pas le droit d'être en dépression. Et à 33 ans, j'ai explosé. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. En attendant, oui, le monde du au sport futur en général, aussi, qui commence à se féminiser, et tant mieux, en fait, il va falloir se dire qu'en fait, que la psychologie, c'est pas être féminin, mais c'est une force. La vulnérabilité, c'est une force. Et qu'il va falloir aussi se poser des bonnes questions sur nos modes de management, sur ce qu'on veut donner aussi à nos enfants, sur une réussite humaine. Je l'ai vécu à 20 ans, argent, gloire, notoriété. À 42, je pense que je réussis un peu ma vie parce que je me remets un peu en question sur comment je fonctionne avec ma femme, avec mes gosses, et qu'est-ce que je veux laisser à la génération future dans le sport. Avec Bruno, par ce genre de témoignage, est-ce qu'on met en place? Donc, voilà. Alors justement, comment on protège, comment on dit aux sportifs, vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être faible. Bruno Martini, qu'est-ce qui vous a manqué finalement dans votre parcours pour qu'on vous dise, pour qu'on vous accompagne mieux, pour que finalement ce qui vous est arrivé n'arrive pas à d'autres? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu vous dire, attention, ça va être dur, pendant 2-3 ans, ça serait bien que tu sois accompagné. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement? Oui, il a manqué tout ça. Donc, et encore de mon temps, moi j'en étais au Minitel, hein, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça a enlevé une part de pression. C'est effectivement, enfin Raphaël il met le doigt sur quelque chose qui est très très juste, c'est la notion de vulnérabilité et de la vulnérabilité acceptée.
Le sport s'est construit sur une image d'Épinal et quand on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est de reproduire cette image-là. Et avec la casse que l'on voit au bout. C'est la responsabilité des clubs, évidemment, des fédérations, moindre mesure des ligues, mais elle doit être là aussi pour accompagner, que de proposer un environnement aux joueurs et aux joueuses et aux sportifs, de manière générale, qui soit complet. En France, souvent, on a tendance à penser que la performance, elle passe par la technique et ce qui se passe en salle de muscu sur un terrain. Et c'est tout. Alors que on est vachement plus performant quand on fait des études par ailleurs, on est vachement plus performant quand on a des centres d'intérêt, on est vachement plus performant quand on s'ouvre aux autres, quand on va aller chercher les expériences, quand on partage des choses. Et c'est ça qui fait la réelle globalité de la performance. Mais pour ça, il faut changer le mindset global. Et les fédérations ont une responsabilité à la fois dans l'accompagnement global, enfin la direction qu'elles mettent sur la structuration des équipes nationales, des clubs, etc. Et puis surtout sur la formation, et Raphaël en a parlé, sur la formation au global, parce qu'un gamin qui passe un centre de formation dans un sport pro, il a des rythmes mais infernaux, puisque on met la pression sur un double projet et il va bosser comme un âne pour prendre de la masse musculaire, pour supporter les chocs. Il va en même temps changer d'environnement. Il va faire des études parce qu'on lui dit que c'est important de faire des études à moitié, mais bon, quand même il faut le faire parce que sinon, nous, club, du coup, on passe pour des cons parce que finalement, on n'a pas de double projet, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va dire aux parents après et on ne travaille jamais autant qu'entre 18 et 21 ans. Et c'est assez paradoxal puisque c'est une période d'apprentissage et il faudrait arriver à lisser tout ça. Et je crois beaucoup dans l'accompagnement et dans l'individualisation des choses. Mais ça doit apparaître tout au long de la carrière. Parce qu'on met toujours le focus sur le début, la fin. Et comme si au milieu, il ne se passait rien. Mais au milieu, on peut être en dépression, on peut avoir des années sans, des années vachement bien. Mais comment on fait pour capitaliser sur tout ça? Comment on fait pour sortir plus fort de tout ça? Et pour que quand on arrivera à la fin, parce que c'est inexorable, on soit préparé à quelque chose. Donc, cette notion finalement d'accompagnement constant, elle est là aussi, pour moi, c'est une des clés qui fera qu'à un moment donné, on évitera des dépressions, des burn-out et des sportifs, ce que je disais tout à l'heure, qui ne savent pas qui ils sont et qui ne se croient pas capables de faire des choses en dehors de leur domaine d'activité technique. Si on vous entend, Bruno, on comprend quand même entre les lignes qu'il y a une sorte d'affichage de la part des institutions en disant oui, on a compris, on accompagne, mais que finalement ça reste secondaire. Raphaël Poulain, est-ce que vous, avec votre association que vous avez créée il y a un peu plus d'un an, Néo Héros, vous allez concrètement dans les centres sportifs, auprès des clubs, auprès des institutions, pour vraiment faire du vrai travail concret, pas simplement dire oui, on a un préparateur mental, oui, on accompagne nos jeunes, ils font des études, et en fait, après, on ne vérifie pas vraiment les effets de cette politique. C'est la première fois que j'en parle de Néo Héros, donc imaginez bien que c'est un projet que je porte depuis des années et qu'au sortir, et j'ai eu un moment d'émotion tout à l'heure, et je ne m'en cache pas du tout, au lendemain de ce qu'a vécu Christophe Dominici, je l'ai promis à son père et je me suis dit, et j'ai fait un podcast qui a malheureusement bien marché, où j'ai dit à un moment, quand la colère et la tristesse sera passée, il faudra se pencher sur cette problématique. Il y a 10 ans, quand j'ai sorti mon bouquin, vous en avez parlé, le syndicat du rugby m'a dit que je voulais bouffer sur le dos du rugby et que j'avais 10 ans d'avance sur la prévention. Parce que la prévention, ça ne paye pas. Je demandais une enveloppe pour faire la tournée des clubs pro, pour parler de ce que j'avais vécu. Mais je n'avais pas les solutions derrière. Quand Nomi est parti, et derrière lui, Xavier Camp, Christophe Viol, Geoffrey Abadi en 2015, encore ce jeune à Rouen qui a sauté, 5 suicides dans le monde du rugby en 7 ans. Et on n'est que dans le rugby, dans le microcosme du rugby. Donc ces problématiques-là, elles existent. On va arrêter de faire l'autruche. Moi, j'ai décidé, et j'ai plus de colère aujourd'hui, parce que comme je dis, je vais bien. Mais par contre, je suis animé d'une force qui est absolument hallucinante. C'est qu'aujourd'hui, je vois Véronique Barré qui est là, en fait, sur le soutien, l'accompagnement professionnel. Et Bruno pourra en parler. Il y a beaucoup de choses qui sont créées. Et je suis une des leaders, d'ailleurs, Véronique, là-dessus, il faut le dire. Et l'accompagnement psychologique, il est où? Parce que oui, la reconversion professionnelle, mais la conversion psychologique sur qui sommes-nous dans le monde d'après? Dans le monde normal, quand on passe de 5, 10, 15 à 2, 3 000 euros, ou du jour au lendemain, on peut se retrouver à RSA, et ça, je ne parle que de l'argent, et qui je suis, en fait.
qui je suis, cette question existentielle qu'on n'a pas le temps de se poser parce qu'il faut conquérir le monde, ce retour à soi, il est important. Donc, j'ai cette partie en fait prévention avec une tournée conférence à travers la France, 10 villes. Et je vous coupe, Raphaël, mais vous disiez qu'il y a 10 ans encore, les clubs n'avaient pas envie d'investir, de dire je te paye pour que tu viennes parler de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un accueil meilleur, une réception meilleure de la part des clubs? Le sourire veut dire non. Il y a une réception. Après, je suis aux prémices. Hein, vraiment, là, on a monté les statuts avec Jérôme Fiol, qui est un ancien du stade, et Miguel Fernandez. Je suis très fier de les citer parce que c'est une aventure humaine et c'est génial. On est aux prémices. J'en ai parlé à Mme Maracineanu qui a adhéré, au CNOSF, l'ANS, donc toutes les institutions, bien sûr, me suivent. Après, le nerf de la guerre, c'est l'oseille. Donc, je suis en recherche, bien sûr, d'investisseurs privés et publics parce que ça coûte de l'argent de faire une tournée, parce que ça coûte de l'argent. Donc, première année, prévention, documentaire, des capsules vidéo, et Bruno, je vais le solliciter, non pas pour qu'il me donne de l'oseille au niveau de la Ligue, hein, mais parce que son témoignage, il est tellement important. Et pourquoi pas ? Un mec de 57 ans, en fait, qui parle de vulnérabilité, merci. Merci parce que tu ouvres une porte et on ouvre des portes. Et on en parle et c'est génial. Prévention, l'accompagnement, c'est une application, un site internet où il va y avoir des cercles de discussion. Une application où j'ai déjà 3 coachs mentaux, 2 addictologues, 3 psychologues, une psy de couple, un nutritionniste et du bilan de compétences, qui va après amener avec le relais aux associations qui s'occupent de la reconversion professionnelle. Et dans un troisième temps, donc on ouvre une porte au sortir des JO en disant prévention, vous savez que ça existe. Néo Héros existe pour vous accompagner psychologiquement et professionnellement avec les boîtes partenaires. Et dans un troisième temps, un lieu, soupape, tampon dans le sud de la France, hors famille, hors amis, où les sportifs et les sportifs pourront s'immerger pendant une semaine, sans alcool, je les préviens tout de suite, mais où ils auront accès à un psychologue, un coach mental, un coach physique pendant une semaine dans un lieu avec en plus un petit théâtre à côté, ça c'est ma petite passion d'enfance, où on fera des cercles de discussion avec comme thématique le sportif et bien sûr la sportive, handicapée ou non. Pour moi, il y a 2 races. Il y a la race humaine et la race qu'on se met le week-end. Donc, welcome à toutes les sportives et les sportifs qui vivront ces moments délicats. Venez. Et voilà. Donc, je cherche bien sûr des investissements parce que ça ne coûte pas 50 000 balles. Ça coûte beaucoup d'argent, mais il y a un vrai projet, il y a des gens super derrière, et puis surtout, c'est une révolution, et on se doit d'inspirer la société à dire oui, la vulnérabilité est une force. Et bien, les sportifs vont en parler, on se doit d'inspirer la société, voilà, pour changer un petit peu les regards sur la fameuse faiblesse. Pardon, voilà, c'est une force. Donc voilà, j'ai ce super projet. C'est la première fois que j'en parle, donc je suis super excité. En plus, à côté de Bruno, on s'est rencontrés il y a 6 mois pour en parler. On est sur la même longueur d'onde. Et les hommes et les femmes, j'ai beaucoup de témoins, hommes et femmes qui parleront, donc ça va être vulgairement, excusez-moi, mais ça va être un putain de voyage initiatique. Donc voilà, vous êtes toujours impliqué, d'autant plus même impliqué davantage encore qu'il y a quelques années sur cet accompagnement pour les sportifs. Et Bruno, c'est aussi votre cas, puisque je disais en préambule que vous êtes président de la Ligue de handball depuis un peu moins d'1 an, mais vous êtes aussi chef d'entreprise pour aider concrètement les sportifs dans la reconversion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des startups qui, elles-mêmes, vont employer des sportifs en fin de carrière. Oui, c'est exactement l'idée. Je suis associé effectivement dans une boîte qui s'appelle Team Pact Ventures, qui a vocation à devenir un fonds d'investissement pour faire court, mais qui n'investit que dans des boîtes que nous, on considère être people first, c'est-à-dire qui mettent en place un environnement de travail qui est propice à la fois à la performance, mais surtout à l'épanouissement, et aussi à l'épanouissement. Et avec beaucoup de tips axés sur le sport. J'ai la chance d'être co-associé avec un des cofondateurs de la boîte qui s'appelle Benjamin Kaiser, qui est un ancien international de rugby avec qui Raphaël a joué. Et en fait, on essaie d'implémenter les savoir-faire dont parlait Raphaël, en tout cas, sur le management d'équipe, sur la cohésion, sur la force de la vulnérabilité. C'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est quelque chose sur lequel Benjamin revient souvent, la force de la vulnérabilité. Et c'est quelque chose que je pense que le rugby, ce qui est paradoxal quand on le voit de l'extérieur, admet beaucoup plus facilement que bien d'autres sports, je trouve. Pour la parenthèse, avant, j'étais manager général du Paris Saint-Germain Handball. Lors des attentats en 2015, moi j'ai proposé aux équipes U18 du club réserve, donc centre de formation et pro, la mise à disposition de quelqu'un, d'un psychologue, pour les suivre, pour parler, parce qu'on pouvait accepter qu'il y ait eu un traumatisme par rapport à ça. Sur tous les joueurs, il y en a un qui a demandé, c'est un moins de 18 qui a demandé ça. Si je peux juste faire une petite parenthèse, et en fait, quand on parle donc de vulnérabilité, je pense que c'est un mot qu'on accepte nous aussi, mais avant, on est passé par toutes les phases de non. Quand moi je parle de vulnérabilité, aussi d'amour, parce que j'ai appris quelques mois de formation philosophique ou les 3 formes d'amour, je parle de ça dans les centres de formation. J'ai fait la tournée il y a quelques années et je leur parle d'amour et les mecs, ils me disent mais on n'est pas des PD.
Alors comment t'expliquer qu'en fait que l'homosexualité est juste une différence? Mais vous voyez les clichés dans lesquels on est. Donc parler d'homosexualité, parler d'amour, parler de vulnérabilité, on est là-dedans. On est dans des clichés du genre humain où un homme c'est comme ça, et voilà. Et c'est ça qu'on a peut-être envie de casser, c'est que enfin, je sais pas, tu vois, juste pour fermer la parenthèse, je pense que ce mot-là, ce n'est pas une insulte en fait. Au contraire, c'est une force quand elle est acceptée, et c'est important qu'on en parle pour la génération future. Non, mais c'est complètement, en fait, de toute façon, on rejoint des problématiques de diversité, etc. Mais moi, enfin, je partage complètement. Et donc, pour revenir à la boîte, donc ma verticale à moi, c'est sourcer des sportifs en reconversion et les pousser les profils les plus adaptés dans des boîtes dans lesquelles on investit, et sur lesquelles on essaie de faire matcher à la fois les personnalités, les compétences, les envies, etc. Et au-delà de ça, parce qu'on s'est rendu compte rapidement avec notre associé, qui est un autre cofondateur qui s'appelle Romain Vidal et qui est dans la salle, que la base de données elle allait grossir, mais qu'on allait pouvoir fournir finalement ou proposer peut-être 30% des noms qui sont dans la base de données. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait des 70% autres. Donc on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Trajectoire, qui est tout juste créé maintenant, et qui aura vocation à accompagner de façon très diverse les sportifs dans la reconversion, notamment au niveau psychologique évidemment, au niveau de formation, en sollicitant et en finançant des associations qui aussi travaillent là-dessus, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on pourrait très bien travailler avec Raphaël, à la fois en tant que témoignage d'anciens sportifs, de président d'institution et d'associé dans une boîte qui a un fonds de dotation, pardon. Et voilà, parce qu'encore une fois, ce sont des êtres humains qu'on a en face de nous, qui parfois peuvent être en souffrance. Et moi, je m'étais promis un truc quand j'étais sorti de mes 2 années et demie de difficultés, de galères. Je m'étais promis un truc quand j'avais stabilisé un peu mon emploi, c'était de me dire, à chaque fois que tu vas pouvoir éviter à quelqu'un de vivre ce que tu as vécu, il va falloir le faire. Donc je l'ai fait d'une manière, en proposant des reconversions à des joueurs de hand du Paris Saint-Germain Handball. Je l'ai fait parce que j'ai été pendant 12 ans président d'une association d'anciens diplômés au Centre de droit économie sport de Limoges, au CDES. Et là, je le fais, c'est presque mon job, quoi. Et pour moi, c'est une mission incroyable et je suis très fier de faire ça au quotidien. On va peut-être ouvrir la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main. Voilà, Raphaël et Bruno sont très heureux de répondre à vos questions. Ils ont envie d'échanger, donc vraiment n'hésitez pas. Raphaël, tu voulais reprendre la parole en attendant, mais levez la main, allez-y, n'hésitez pas. Non, juste te dire pour conclure, vraiment par rapport à Bruno, c'est qu'en fait on est une génération en fait où de plus en plus de sportives et de sportifs qui ont vécu le haut niveau commencent à être aussi à la tête d'institutions officielles, donc qui ont vécu aussi, c'est pour ça que je vous parlais de Madame Maracineanu, on commence, donc elles savent, elles l'ont vécu, il n'y a pas le côté théorique en disant enfin cette problématique, non, elles l'ont vécu, donc on s'y penche, prenons le bon pouvoir et la bonne compétence, je pense que l'ayant vécu, et quand on en revient, on est d'autant plus fort. Voilà. S'il n'y a pas de questions du public, je vais en poser une autre. Alors, en attendant les questions du public, je vais quand même en poser une autre petite parce que je me fais quand même une réflexion en vous regardant tous les deux. Je me dis, paradoxalement, votre sport vous a fait souffrir, le milieu dans lequel vous étiez vous a fait souffrir. Et finalement, Raphaël, vous consacrez aujourd'hui tout votre temps à faire de la prévention au sein du rugby et au sein du sport en général. Et vous, Bruno, votre activité principale, vous êtes président de la Ligue quand même, donc vous continuez largement dans le handball. Et votre activité principale, c'est la reconversion du sportif, c'est-à-dire vraiment ce qui vous a fait souffrir. Donc finalement, vous n'avez pas voulu fuir ce domaine qui vous a fait souffrir, vous avez voulu, au contraire, rester plongé dedans. Je pense qu'on est un petit peu maso et pour conclure en fait sur la courbe de deuil, la courbe de changement, déni, colère, tristesse, là c'est le fond de la gamelle, acceptation et résilience. Et je pense que la résilience c'est de faire de son passé une force. On n'est jamais trop parti de nos sports parce que je pense que les hommes et les femmes nous ont fait grandir. Maintenant c'est à nous de jouer et c'est la fameuse transmission que Domi a fait avec moi. Et pour la génération future, un peu d'humilité et dire vulgairement on chie comme tout le monde mais on a un bon pouvoir et on va vous le transmettre. Et je pense que c'est l'humain, il ne s'explique pas, il se vit. Et d'ailleurs c'est notre rencontre qui nous a amené aussi à peut-être collaborer un jour ou l'autre, mais le plus tôt possible sera le mieux. Oui, le mot de transmission, il est clé aussi là-dedans. Hein. C'est comment on fait passer les valeurs, comment on évite aux autres les écarts qu'on a fait et comment on les rend meilleurs que soi. C'est ça pour moi qui est primordial. Et c'est un sport qui nous a fait souffrir, mais c'est un sport qui nous a fait rêver. C'est un sport où on a vécu des émotions de malade. Donc c'est quand même aussi, faut qu'on prenne tout dans sa globalité.
avec les côtés comme tout, comme dans la vie, comme dans un couple, comme une relation avec un copain. Enfin, chaque médaille a son revers. Et oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des personnes sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord et qu'on ne passerait pas des vacances ensemble. Il y en a. Mais on se rappelle tous des premiers éducateurs, on se rappelle tous des premières émotions, on se rappelle tous des premières choses qu'on a gagnées. Et ça reste marqué à vie. Et quand on se reçoit... Alors, j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe championne du monde en 1995. 1995, siècle dernier, donc. On ne se revoit pas souvent forcément, hein, mais quand on se voit, il y a un lien qui est indéfectible. Et parce que l'émotion, elle crée ça. Elle crée ce lien et ce rapport à l'autre qui ne changera jamais. Et la passion au sport, elle reste. Alors, il y avait des questions, je crois. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre témoignage tout à fait passionnant. Je voulais savoir précisément comment vous étiez sorti de la dépression, puisque vous l'appelez la dépression, c'est ça, même si elle est protéiforme. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui vous a aidé, combien de temps ça a pris, enfin voilà, tous les signes, et dans votre entourage de sportifs, en discutant avec d'autres sportifs pendant votre carrière et après, est-ce que d'autres langues se sont déliées? Est-ce que vous estimez que 5% des sportifs de haut niveau que vous avez rencontrés, côtoyés, sont par exemple, avaient des signes dépressifs ou en parlaient? Des signes dépressifs, on en voit, hein, les addictions, des boulimies, l'alcool, la drogue, le sexe. Enfin, on le vit tous et toutes, en fait, au-delà du sport. Donc, moi, j'en ai vu. Ma dépression, en fait, elle s'était... Enfin, comme je disais, hein, la carapace psychologique, ça a été de 27 ans à 33 ans. Et la dépression est arrivée au moment où, en fait, où je ne peux plus m'accrocher à ma femme, je ne peux plus m'accrocher à mes parents, je ne peux plus m'accrocher au rugby, je ne peux plus m'accrocher... Je tombe, quoi. Donc, ça a été l'hôpital psychiatrique. J'y suis resté 5 minutes parce que j'ai vu 2 mecs parler une poubelle. Je dis, je ne suis pas fou, mais en fait, si, je l'étais, comme on l'est tous et toutes. Hein. Et puis, en fait, ça prend du temps parce qu'il y a un moment où il faut prendre le temps que le miroir se retourne et qu'on puisse se regarder. Et c'est vrai que moi, je l'ai refusé parce que pendant 15 ans... je m'en sors seul. Bruno le disait, on s'en sort seul. Et puis à un moment, ce moment de vulnérabilité, de se dire, en fait, j'ai peut-être besoin d'aide. Et c'est peut-être ça la révolution, en fait, se dire, en fait, ouais, il y a des gens compétents qui peuvent nous aider. Donc, 2013, j'ai commencé à aller voir quelqu'un. Et parce que, comme je dis, j'avais le bon discours. Hein, dans le paraître au quotidien, en entreprise, conférence, dans le monde du sport, super, je faisais chialer tout le monde, je faisais rigoler tout le monde. Mais dans l'être au quotidien, un vrai connard avec ma femme. Donc là, aujourd'hui, je commence à arriver à équilibrer entre ce que je représente et ce que je suis. J'ai dû perdre mes cheveux, j'ai passé par plein de phases quand même. Mais ça prend du temps. Et je pense que de témoigner, ça permet de dire, en fait, ouais, mais ça, je l'ai vécu différemment. Mais ça, ce que Poulain raconte, je l'ai vécu dans ma vie. Et bien moi, ce que je dis, c'est que n'attendez pas 15 ans, 20 ans, en fait, d'aller mal pour aller bien. Créons un pont plutôt qu'un gouffre. Entourez-vous des bonnes personnes et allez voir quelqu'un de compétent parce que ça aide, en fait, à s'approprier sa propre histoire, à accepter sa vulnérabilité, accepter ses failles et d'en faire une force. Mais de revenir humble en disant, je sais d'où je viens, donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui de juger les gens. Et là, on sait que le jugement sans fondement sur les réseaux, on sait que c'est à la mode. Mais qui je suis pour les juger? J'ai mis 42 ans à savoir qui je suis. Alors qu'on me juge, mais les gens ne me jugeront qu'avec le prisme de leur réalité, avec leur éducation et tout ça. Donc voilà, c'est de se détacher de ça, d'accepter d'aller voir quelqu'un. Ça prend du temps. Et j'ai des potes qui m'ont aidé et que j'aiderai peut-être aussi à un moment donné de leur vie. Je peux en citer Pierre Rabadan, le premier, hein, qui est un de mes meilleurs amis, oui, qui m'a aidé. Voilà. Jérôme Fiol, Luc Closier, mon meilleur ami avec qui j'ai commencé le rugby, Salim Tebani, Eugénie Jamy. J'aimerais tous vous les citer parce que c'est des gens aussi de l'ombre, qui sont peut-être moins connus, mais qui m'aident aussi. Et que j'aiderai aussi peut-être à un moment donné. Donc, soyons au soutien des uns des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que ça, voilà. Bruno, sur le processus de guérison, mais sur aussi la transmission aux autres sportifs. Est-ce que vous avez réussi finalement à déclencher chez vos collègues ou anciens collègues, coéquipiers, une prise de conscience? Absolument pas. Mais on est aux prémices, Bruno. Aussi. Non, mais oui, bien sûr. Enfin, moi, en plus... je les voyais quand j'étais manager général du Paris Saint-Germain de handball pendant 8 ans et demi, et c'était que des Golgoth, c'est-à-dire que des gens qui faisaient du très haut niveau, qui souffraient jamais, et qui regardaient de travers celui qui disait j'ai mal, je peux pas jouer, j'ai mal. T'as mal, c'est normal d'avoir mal, tu fais du sport de haut niveau, donc t'as mal, tu joues, quoi. On en est là. Donc alors, les aspects psychologiques, ça viendra en deuxième lame, mais c'est notre responsabilité que de mettre en place des systèmes et sur les plus jeunes également, pour pouvoir faire en sorte que ça devienne automatique finalement, et qu'on vive avec ça comme on vit avec autre chose.
Mais, et pour reprendre la question exactement sur le cas particulier, moi, il m'a fallu 2 ans, de bonnes années. Mais de bonnes années parce qu'à un moment donné, je voyais arriver le mur, plus d'argent, une vie sociale que je qualifierais d'aléatoire, une vie de couple qui se brise. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Et si là, il n'y a pas de prise de conscience là, qu'est-ce qui reste? Ouais, c'est une espèce de... C'est presque un instinct de survie à ce moment-là, qui prend le pas et qui dit, bon, maintenant, tu vas aller racheter un club. Voilà. Tu vas faire en sorte de racheter un club, tu vas te créer ton job. Mais c'est beaucoup de temps qui passe quand même avant. Et juste une chose, les personnes peut-être les plus importantes, et que ce qu'on te dit, c'est peut-être mythologique, hein, mais quand l'enfer est partagé, c'est souvent l'autre qui trinque, c'est les conjoints et les conjointes des sportives et des sportifs. Parce que là, vous en voulez du héros et de la héroïne là, qui sont au soutien, je pense justement, et je ne l'ai pas cité, je vais peut-être garder le meilleur pour la fin, je pense à Julie Coutarel, ouais, qui a vécu 20 plaquages. Je l'ai plaqué 20 fois parce que persuadé qu'il fallait que je la sauve, en fait. Il fallait déjà que je me sauve moi-même, mais ça, en amour, on ne nous apprend pas ça. Donc voilà, je lui rends hommage aujourd'hui un peu plus encore. C'est la mère de mes enfants. D'où le psychologue de couple dont vous parliez dans votre structure que vous voulez ouvrir. On a entendu que oui, donc, comme je dis, il y a le corps, les émotions, le mental et ça. Et je pense que la notion de couple aussi, c'est que quand le masque tombe, la femme ou l'homme qui est à côté, en fait, se dit mais en fait, il est en train de se transformer. Et puis, les addictions, c'est aussi ça, hein, la manipulation. Qu'on connaît tous et toutes en couple, voilà, on se manipule tous les uns les autres, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est accentué, peut-être presque caricaturé quand on va très très mal. Voilà. Il y a une autre question dans le public. Oui, bonjour. Mille merci pour vos partages, la passion que vous transmettez et le mouvement que vous initiez. Je sors d'une autre conférence avec Élodie Clouvel et Valentin Belot qui parlent de l'aspect psychologique, justement, de sortir de la dépression, de savoir gérer l'approche de la préparation mentale. Je pense qu'on parle aussi de ces sujets-là, de savoir qu'on ne va pas bien. Je connais plutôt bien l'univers du rugby, beaucoup moins celui du hand, mais je pense qu'ils sont finalement assez similaires. On est sur des environnements de Golgoth, même s'il y en a un qui est indoor et un qui est outdoor. Et la forme du ballon est différente. Le vrai sujet, et je l'aborde plus pour toi, Raphaël, je me permets de te tutoyer, c'est le faux self et, si je puis dire, la force du groupe dans ces sports collectifs qui sont des sports passionnants. Vous l'avez dit, notamment toi également, Bruno, sur la passion, les moments très forts qu'on vit qui sont indéfectibles et qui créent ce lien qu'on a entre joueurs, surtout je pense entre joueurs de très haut niveau. Dans quelle mesure ce groupe aussi crée ce faux self, entretient cette image du sportif tout-puissant, du sportif incassable, et dans quelle mesure cette image vient un peu freiner ou complexifier la démarche que vous ouvrez par rapport à des sports individuels? C'est que je pense qu'on trouve notre place dans un collectif, en fait. Donc moi, j'avais le rôle de bouffon, vous l'avez bien compris, quoi. J'étais à la fois acteur au début et puis spectateur, parce que j'étais moins titulaire sur les 2 premières mi-temps et plus titulaire en 3e. Alors ça fait sourire, mais les gens me disaient mais il est alcoolo. Pas du tout. C'est juste que j'ai juste envie d'appartenir au groupe, et vu que je suis blessé, le seul moyen c'est d'être en bringue avec eux, quoi. Donc on joue ce rôle aussi. On joue ce rôle d'introverti au début du bus. Vous savez, ça c'est les piliers, c'est ceux qui mettent la tête là où on ne mettrait pas les mains. Et plus vous avancez vers le fond du bus, plus il y a les extravertis et plus il y a les petits cons. Et je pense que dans le monde, c'est pareil. Moi, j'étais au fond à droite, à côté de Domi, Franck Combat, Thomas Lombard, Pierre Rabadan et tout ça. Mais il faut de tout. Donc quand on est recraché par ce noyau familial, fraternel, pendant 80 minutes et au-delà, parce que pour gagner des titres au stade, il fallait ce supplément d'âme. On était détestés partout. Mais quand tu as 25 ans ou 30 ans ou 35 ans, ça s'arrête. Et quand on se dit, mais ils sont où les potes? Mon quotidien pour aller m'entraîner, puis le week-end, les stades pleins. C'est pas ce qui manque obligatoirement. Mais la notoriété, on y prend goût à tout ça. Quelle est notre place, en fait? Dans un fantasme de réussite humaine, à 35 ans, que le mec, c'est un homme. Il a fait les calendriers, il a des titres, il a de l'argent. Et tu grattes un peu, désarmement des toboggans, et là tu... Donc, le groupe aide à te trouver une place. Mais la solitude te permet aussi de te trouver toi-même aussi après derrière. C'est très philosophique, c'est cadeau. On va prendre une dernière question, madame. Merci beaucoup de votre intervention. Je suis préparateur mental, je travaille beaucoup avec des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans. Et eux aussi, quand ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaitent, quand on leur dit tout compte fait, t'es pas si doué qu'on croyait, ils tombent aussi dans une dépression de jeunes. Est-ce que votre structure pourrait accueillir ces jeunes-là? Alors déjà sur la prévention, on parle à ceux en devenir. J'ai eu la chance de faire la tournée des pôles espoirs en 2013.
Sur 300 gamins, donc 30 par pôle espoir à travers la France, 270 n'ont pas percé. Et beaucoup de ces jeunes sont rentrés avec la cape de super-héros trouée à 18-19 ans chez papa-maman, parce que les parents aussi, certains poussent, et arrêtent le rugby. Donc en fait, si on remplace la réussite par ce que j'ai pu vivre dans le fantasme, dire que ta réussite, en fait, elle est aussi dans le double projet, comme le disait Bruno, de garder un pied dans la réalité, parce que les études, ça fait partie. Voilà, c'est que ce qui est hyper difficile en fait pour un jeune entre 14 et 18 ans, c'est que le rôle de super-héros, le côté mythologique, il est hyper important. C'est comme ça qu'on forme son ego et qu'on trouve sa place. Mais que sur les 270 qui n'ont pas percé, la prévention, elle est là. Témoigner devant les centres de formation, les sportives et sportifs en activité et ceux qui vont arrêter. Mais ces jeunes-là, il faut y penser en disant, vous n'aurez pas raté votre vie si ça ne marche pas. Continuez le rugby parce qu'elle est là, continuez le hand, continuez le volley, le basket, continuez le sport parce que ça fait du bien au corps. Même si derrière, la cape de super-héros est trouée. Ben, c'est la vie, l'échec fait partie de la vie, la remise en question fait partie de la vie et on est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous envoler. Voilà. Oui, et puis Bruno, le mot de la fin. Oui, pardon. Il y a la notion de plaisir. C'est-à-dire que si on ne prend pas de plaisir à 14, 15, 16 ans, enfin, c'est complexe. Mais malheureusement, ça peut disparaître parce qu'il y a beaucoup d'enjeux que met le gamin lui-même et que parfois l'environnement peut mettre aussi sur lui quand tu as une pseudo-réussite. Et une pseudo-réussite, quand on est un gamin de cet âge-là, dans le hand, c'est être en pôle espoir. Après, c'est passer un centre de formation d'un club pro. Et puis après, c'est devenir pro. Mais combien il y en a qui rentrent en pôle espoir et qui finissent pro? Je pense que c'est de l'ordre de 5%. Et quand on dit pro, on compte des joueurs qui jouent en deuxième division. Alors qu'il y en a qui ont toujours, évidemment, tout de suite des rêves d'équipe de France. Mais il y a de la place pour l'épanouissement pour tous. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut garder un pied ailleurs. Et l'enjeu ne doit pas être à 100% sur quelque chose. Il ne doit pas être à 100% forcément sur les études. Il doit être à 100% sur la vie, dans toutes ses facettes. Merci beaucoup pour cette très poétique note finale, Bruno. J'essaie de me mettre au niveau, mais... Merci à vous tous. Je voudrais juste que vous rappeliez en 2 mots comment on peut vous aider, partager vos initiatives. Néo Héros, c'est le nom de votre association. Raphaël Poulain sur LinkedIn et je réponds à tous les messages avec grand plaisir et voilà. Et Bruno, le nom de votre entreprise pour aider les sportifs en reconversion? Teampact Ventures. Vous pouvez l'épeler peut-être? Teampact, team comme team et pact comme... Voilà, je plaisante. simplement. T-E-A-M-P-A-C-T, Ventures, V-E-N-T-U-R-E-S. Allez sur le site, vous verrez exactement de quoi il s'agit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de votre attention. Bonne suite. Emma Sarango de la direction des sports de Radio France. Merci pour ces témoignages passionnants. On va d'ailleurs prolonger un petit peu sur la dépression, en tout cas sur le côté néfaste des réseaux sociaux, notamment dans le pari sportif, dans le tennis. Prochaine discussion dans 5 minutes.